m'appelle Léniel, Madame Léniel, née Rosenberg, et mon prénom Lily. Je suis née le 15 septembre 1932 à Croix, une ville toute proche de Lille, ici dans le nord. Dans ces années, tout au début des années de guerre 39, j'avais à peine 7 ans, n'est-ce pas? Donc j'allais à l'école communale. À l'époque, nous habitions Roubaix. Et j'allais donc en classe, j'ai des souvenirs bien entendu, mais les enfants ne faisant aucune différence, n'est-ce pas? Forcément, vous vous rendez compte que si j'ai été déportée enfant, c'est parce que j'étais juive, n'est-ce pas? Et donc en classe, les enfants ne faisaient aucune différence, aucune objection. J'étais comme eux, il n'y avait aucune différence. Et je me souviens parfaitement que nous recevions au moment de la récréation des biscuits vitaminés, des verres de lait. Vous voyez, ça nous a marqués à l'époque. Je suis bien sûr l'aîné d'une fratrie de trois enfants. J'ai donc 2 frères plus jeunes que moi et nous avons tous été déportés en famille, les parents, papa, maman et les 3 enfants. Donc, à ce moment-là, vous savez que ces années de guerre, tout le monde le vivait mal, nous avions peur, nous surtout les enfants, de voir déambuler ces soldats qui nous effrayaient, armés, casqués, bottés, c'était effrayant. Il est vrai que nous restions souvent cloîtrés à la maison, on ne prenait pas de risques, mais il fallait bien se rendre à l'école, bien entendu. Et vous savez bien qu'à l'époque, tout le monde avait peur de la guerre, tout le monde avait peur et pressentait ce qui allait arriver, mais tout spécialement les Juifs, n'est-ce pas? Les Juifs, les Tziganes, nous étions destinés à disparaître de la surface du globe, n'est-ce pas? On voulait nous rayer des vivants. Je n'en étais peut-être pas encore très consciente à l'époque, mais mes parents, bien entendu, et mes parents discutaient de la guerre, discutaient de tout cela. Le soir, après nous avoir couchés tous 3, ils en discutaient entre eux, justement pour pas nous perturber, pour pas nous traumatiser. Mais malgré tout, nous ressentions ce climat infernal. Et à l'époque, nous habitions Roubaix. Le curé de la paroisse Saint-Antoine est venu trouver nos parents, lui sachant ce qui allait advenir, et leur ont conseillé de nous cacher tous 3. Dans sa propre famille, vous vous rendez compte d'un geste merveilleux, généreux? Vous savez, ces familles qui cachaient des enfants juifs risquaient d'être déportés à leur tour. C'était très courageux. Nous avons donc été placés tous 3 et nos parents ont accueilli avec non seulement spontanéité, enthousiasme, mais ils étaient émerveillés de cette générosité. Et donc, nous étions tous 3. J'étais placée, moi, chez le frère et la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà 3 enfants, mais m'ont accueillie comme l'une des leurs, comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère, qui, à l'époque, au moment de notre arrestation, n'avait que 9 ans et demi. Donc en 43. Moi, je venais tout juste d'avoir 11 ans, en 43, n'est-ce pas? Et mon frère, Robert, de 9 ans et demi, a été placé, lui, chez les parents du curé, également très entouré et très, très bien. Et le tout petit frère, André, qui n'avait que
3 ans et demi au moment de notre arrestation, donc est né en 40, lui était placé chez la sœur et le beau-frère du curé. Également une famille chaleureuse, comme nous étions bien dans ces familles. Cependant, pour ne pas prendre de risques, nous ne nous rencontrions que très rarement et pratiquement jamais les parents pour la même raison. Avec nos étoiles, nous étions repérables, n'est-ce pas? Donc je dis toujours, nous étions formidablement bien dans ces familles, mais nos parents nous manquaient quand même un peu. Et puis un jour, on ne sait pour quelle raison, nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque et nous ont fait rentrer à la maison. Et très vite après, nous avons tous été arrêtés. Vous savez, à l'époque, on se posait la question, avons-nous été dénoncés? C'était possible également. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques majeurs pour sauver ces enfants juifs. Mais il y en avait d'autres qui ne se gênaient pas pour dénoncer ces familles, afin de s'approprier de leurs biens, de leur appartement. Vous savez, tout est possible en temps de guerre. Et nous n'aurons jamais la réponse à cette question angoissante. Mais toujours est-il que, avec nos étoiles, les Juifs, à l'époque, étaient recensés, n'est-ce pas? Donc, nous avions donné nos noms et adresses à la mairie de la ville. C'était donc très facile de venir nous arrêter. Et cela s'est produit très exactement le 27 octobre 1943. Nous avons été arrêtés par la FEL de gendarmerie. Vous savez, cette date reste gravée à tout jamais dans ma mémoire. Parce que figurez-vous quelle coïncidence, le 27 octobre était le jour anniversaire de maman. Donc la veille au soir, nous les enfants avions préparé nos présents, c'est-à-dire préparé les récitations, fait de très beaux dessins. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort! C'est cette nuit-là que la Feldgendarmerie est arrivée avec fracas à 3 heures du matin. On grimpait les escaliers, tambourinait aux portes. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Nous, les enfants, nous restions accrochés aux basques des parents. Et les Allemands criant toujours, on le voit dans les documentaires, les nazis criaient « Schnell, los !» Dépêchez-vous, dépêchez-vous. En un temps record, il fallait ramasser ce qu'on avait de plus précieux. Mais que prendre? Nous étions éperdus de peur. Et je me souviens d'un détail touchant. Mon petit frère de 3 ans et demi avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois, sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre les soldats. Schnell, los, on nous a bousculés dans les escaliers. Et vous savez, il y a des souvenirs qui restent gravés à tout jamais dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents. Lorsqu'on se rencontrait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tellement peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux disaient clairement « Mais partez donc, parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. » J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était encore plus grande que leur amour pour nous. Donc, schnell los, on nous a poussés dans la rue,
nous apercevions un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé et l'on nous a menés à la prison de Los. La prison de Los qui se trouve près de Lille. Là, aussitôt nous avons été séparés de papa qui est allé dans une cellule avec les hommes et les enfants et maman dans une autre cellule, nous demandant avec angoisse ce qu'on allait faire de nous, où allait-on nous envoyer. Nous ne sommes restés que peu de temps dans cette prison de Los, 2-3 jours. Et ensuite, nous avons été envoyés, toute la famille, en Belgique. D'abord, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Et je me souviens de notre arrivée dans cette cellule tellement étroite, tellement exiguë, nous étions bien trop nombreux. Et je remarquai aussitôt une dame qui me paraissait bien malade, et elle y était avec sa petite fille Stella. Et je parle souvent de Stella lorsque je témoigne dans les lycées et collèges, parce que cette petite allait nous accompagner par la suite dans nos pérégrinations. Et donc, nous ne sommes restés également que très peu de temps, 2-3 jours dans cette cellule. Ensuite, l'on nous a envoyés dans un camp de rassemblement, Malines. Donc, Malines, en Belgique, au fond, c'est l'équivalent de Drancy en France. Dans ce camp, bien entendu, il y avait des SS allemands, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre Pferdekopf. Vous savez, Pferd en allemand signifie cheval et Kopf, tête. Et vraiment, c'était bien trouvé. Il avait une tête chevaline, était particulièrement cruel, distribuait les coups avec beaucoup de générosité, les coups de cravache. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de la vue de Pferdekopf. Vous savez, Pferdekopf, je l'ai revu dans la vitrine de Malines, lorsque je suis allée avec des élèves, il y a bien, avec son surnom, il est toujours là présent. Et donc, à Malines, nous subissions le sort des autres internés, n'est-ce pas? Et à l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Il nous fallait chaque soir nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue, les SS passer dans les rangs et observer la propreté. Mais c'était en plein hiver, bien sûr. Certains déportés avaient des engelures, des crevasses, ce qui fait que la peau n'était pas bien nette. Ils recevaient des coups de fouet et devaient aller se laver à l'extérieur en pleine bise. Et parfois, ils poussaient le vice jusqu'à les laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est encore rien en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous a rassemblés sur la place du camp. Nous, les enfants, nous entendions vaguement parler de déportation, mais ça ne signifiait pas grand-chose pour nous. On se demandait, mais qu'allait-on faire de nous? Où allait-on nous envoyer? Auparavant, nous devions à nouveau subir un contrôle ignoble qui m'a marqué toute ma vie. L'on nous a fait pénétrer dans une salle énorme. Les hommes et les grands garçons au-delà de 15 ans dans un bout de la pièce et à l'autre extrémité, les femmes et les petits-enfants. À un signal donné, tout le monde devait se mettre nu. Comme nous étions mal à l'aise, vous savez, à l'époque, on était tellement pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait si mal à l'aise devant ses fils. Et un à un,
nous devions pénétrer dans une espèce de guérite dans laquelle se tenait un jeune nazi allemand qui nous voyait arriver d'un œil goguenard. Et là, face à lui, suprême humiliation, il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une lampe de poche, il nous éclairait par-dessous pour voir si nous n'avions rien de précieux de caché, des bijoux par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis raflaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous, jamais je ne pourrai l'oublier. Ensuite, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux. C'est ainsi que voyageaient les déportés. Sur ces wagons, il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. Vous savez, la tinette est le seau hygiénique qui parfois, dans les chaos de la route, se répandait. C'était un voyage infâme et plein d'angoisse. On se demandait où allait-on. Au bout de ce terrible voyage, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs alignés, mais aussitôt les SS sont apparus, toujours accompagnés de leurs terribles chiens, leurs chiens bergers qui nous faisaient si peur, à nous les enfants. Et schnellos, on nous a poussés jusqu'au Vacherom, où nous avons subi une douche rapide. Ensuite, l'on nous a tous rasés. Nous étions méconnaissables, avec notre tête rasée, notre peur en ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnards, ces robes rayées, gris et bleues. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Si l'on ne répondait pas à l'appel du SS, on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir ce matricule. Et à partir de ce moment-là, nous avions perdu toute identité. Nous n'étions plus personne. Nous n'avions même plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire de ce matricule. Et l'on apprenait en même temps que l'on était arrivé dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. Nous avons d'abord été placés dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant 40 jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur, mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer. C'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces 40 jours, l'on nous a promenés un peu de bloc en bloc, 2-3 jours par-ci, par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Belges, des Françaises, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Ce grand bâtiment rectangulaire en bois, tous les blocs étaient semblables. Et au milieu de ce bloc se tenait la responsable de tout le bloc, qu'on nommait Blokova. Et de chaque côté, il y avait une grande pièce, la responsable se nommait Stubova, parce qu'en allemand, Stube signifie pièce, salle. Et donc, dans chaque Stube, il y avait ces fameux chalits que tous nous connaissons, n'est-ce pas?
ces étroites couchettes en bois munies d'une paillasse et à 3 étages. Donc, nous couchions au début 2 par chalit, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du lit. Par la suite, avec les nombreux arrivages, nous étions encore plus nombreuses sur ces étroites couchettes. Mais à notre arrivée, nous couchions donc dans le bas de ces chalits. Maman couchait avec mon petit frère André et j'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous couchait Martha Desrumaux. Martha Desrumaux maintenant ne parle plus aux foules actuelles, mais sachez qu'à l'époque, Martha Desrumaux était une femme très connue dans le Nord. C'était une grande communiste au grand cœur, et elle y couchait avec une autre communiste, Jeanne Tétard. Et au 3e étage du chalit couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vicomtesse Jacqueline d'Alincourt. Je dis toujours aux enfants, vous voyez, je vous raconte tout cela, mes enfants, pour que vous sachiez bien que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on était tous logés à la même enseigne et on subissait tous le même sort, un sort très dur, très cruel. Donc, à Ravensbrück, la sirène retentissait à 3h30 du matin, comme c'était tôt. Nous nous réveillions les yeux encore embués de sommeil. Et aussitôt après, tout le monde courait au Vacherom. Je vous ai dit, le Vacherom est l'endroit où l'on pouvait où l'on pouvait faire un brin de toilette, mais les points d'eau étaient pas suffisamment en grand nombre pour l'énorme quantité de déportés que nous étions, ce qui fait que chaque jour il y avait une bousculade dans ce Vacherom. Pour éviter cela, maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Et je me souviendrai toute ma vie de sa leçon. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, nous n'avons même plus de nom. Mais il ne faut pas courber la tête, redressons-nous, ayons l'air digne. Et pour avoir l'air digne, il faut commencer par avoir l'air à peu près correct, faire un brin de toilette. Vous savez, faire un brin de toilette, vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Et jamais je ne pourrai oublier la leçon de dignité de maman qui nous a servi toute notre vie. Ensuite, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz, mais parfois il avait l'avantage d'être chaud, un quignon de pain noir bien dur, et l'on courait tous à l'appel. L'appel était indispensable, tout le monde devait s'y rendre, et nous étions debout 5 par 5 sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensable cet appel, certaines personnes pendant la nuit étaient si malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même étaient parfois décédés, ce qui fait que le chiffre ne correspondait jamais à celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent pas l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger. C'était terrible. Et je me souviens que pendant ces appels, certaines personnes, parfois, pour se reposer un peu, se permettaient de mettre ne fût-ce qu'une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien qui, avec ses crocs menaçants, nous mordait au mollet.
Nous, les enfants, nous en avions une peur bleue. Et je remarquais également que pendant l'appel, certaines femmes plus âgées, plus maladives que d'autres, se tapotaient les joues, se pinçaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste? J'ai bien vite compris, elle faisait ce geste pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes étaient triées pour l'Arbeit, et celles qui ne pouvaient y aller parce que trop malades étaient retirées des rangs et disparaissaient à tout jamais. Donc l'Arbeit, le travail indispensable pour toutes ces femmes. Vous savez, ces déportées femmes, c'était de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Et chaque jour, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était petite, menue. Elle manipulait des outils, pelle et pioche, plus lourds qu'elle. Et c'était des travaux d'hommes qu'elles effectuaient. Ces travaux consistaient en la réfection des routes, creuser des fosses, travailler par exemple aux Scheisskolonnes, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, l'on peut dire que lorsqu'elles rentraient le soir de l'Arbeit, on les sentait revenir de loin. Donc chaque jour, maman souffrait beaucoup physiquement de cette Arbeit, mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis, au gré de leur fantaisie, parfois retiraient dans un bloc un enfant ou dans un autre, et cet enfant disparaissait lui aussi à tout jamais, on ne le revoyait plus. Donc chaque jour, elle avait cette angoisse au ventre. Elle se disait, vais-je retrouver mes petits lorsque je rentrerai le soir de l'Arbeit? Ce n'est que bien des années après que j'ai saisi le tourment qui chaque jour agitait ma pauvre maman. Nous, les enfants, bien entendu, nous étions trop faibles, trop fragiles, nous ne pouvions pas travailler, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous retournions dans nos blocs, et les journées sans maman étaient interminables. Nous avions peur de tout. L'hiver, nous restions enfermés dans nos blocs, parce que ces hivers à l'époque étaient tellement rigoureux, la température descendait jusqu'à -10, -20, parfois même -30 degrés, et nous n'étions vêtus que de nos pauvres robes rayées. Donc l'hiver, nous restions enfermés, et les journées n'en finissaient pas. Mais l'été, l'on voulait profiter d'un petit rayon de soleil à l'extérieur. On se hasardait hors du bloc, mais on osait aller bien loin, parce que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs chiens féroces. Vous savez, ces chiens m'ont tellement marqué que je vous avouerai que près de 70 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Je n'ose m'en approcher, j'ai réellement été traumatisée. Donc l'été, je disais, nous sortions de nos blocs et nous nous contentions de nous asseoir, le dos appuyé contre le bloc. Nous n'allions pas dans les allées. Et nous ne jouions pas non plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Vous savez en quoi consistaient nos distractions? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vermine. Plus on en tuait, plus il en renaissait. Et ces poux forcément donnaient des graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, tous les déportés en étaient atteints, plus ou moins. Il y avait aussi les furoncles, ces affreux boutons. Lorsque quelqu'un était vraiment malade, bien malade, on l'envoyait au révire. Le révire,
c'est comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de médicaments pour nous soigner. Mais au Révire, on était dispensé de l'appel et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés au Révire. Mon petit frère André avait un anthrax dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au Révire. Mais ce tout petit enfant de 3 ans et demi, sans sa maman, avait si peur, pleurait tant, qu'à 2 reprises, il s'est sauvé du Révire pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien l'y reconduire. Quant à mon autre frère Robert, il avait des furoncles, ses boutons sanguinolents pleins de pus, qui curieusement s'étaient tous placés sur le sommet du crâne. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite calotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au Révire parce que j'avais une forte dysenterie. Et au Révire, nous, les enfants, nous avions également très peur. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit, tout prend tellement plus d'extension, de propension, parce que la nuit, on entendait les toux des tuberculeux, on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars, on entendait les râles des mourants, c'était très impressionnant la nuit. Et à l'époque où j'y étais, dans ma salle de Révire, il y avait une petite jeune fille russe d'une 20aine d'années. Je ne sais pour quelle raison, elle avait été amputée de ses 2 jambes. Elle se déplaçait donc sur ses moignons à l'aide de ses paumes de main. Je vous assure, la nuit, je n'osais m'endormir de peur qu'elle s'approche de mon chalit. Vous voyez comme c'est ridicule. Cette jeune fille était douce et charmante, mais son infirmité m'avait traumatisé.